Salut à toutes et à tous et bonne année. C'est le retour de Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Pour bien démarrer l'année, nous allons dessiner les grands enjeux de 2026 pour Apple. Entre l'arrivée probable d'un iPhone Fold, un Siri plus intelligent très attendu et des remaniements dans l'équipe dirigeante, les 12 prochains mois s'annoncent très animés. Dans cette émission, nous allons également revenir sur le lancement de ChatGPT Santé, sur l'Apple Watch qui disparaît d'un podium et sur le CES, le grand salon tech qui s'est tenu à Las Vegas. Nous sommes le samedi 10 janvier, c'est parti pour la première émission de 2026. Pour analyser l'actualité d'Apple et de tout l'univers de la tech, je suis accompagné comme d'habitude par Christophe, le boss de Mac Génération. Salut Christophe, est-ce que tu as passé de bonnes vacances ? Salut Stéphane, eh ben écoute, bonne année. Oui, j'ai passé de bonnes vacances, et toi ? Oui, ça va. C'est passé un peu trop vite, comme d'habitude, mais c'était pas mal. T'as de la neige par chez toi ? Oui, et des rafales, et des tempêtes. On est enfermés chez nous, à vrai dire. Et donc, si le podcast est plus animé que d'habitude, c'est parce que des enfants ne sont pas à l'école. Ah, carrément. Bon, on va voir ça dans les minutes qui viennent. Le gros sujet de la semaine, c'est les enjeux pour l'année 2026 d'Apple. Il faut dire que l'actualité d'Apple a été plutôt calme ces dernières semaines. Et puis voilà, comme c'est le début de l'année, je me suis dit qu'on allait commencer par dresser les grands enjeux qui l'attendent pour les mois à venir. Alors pour rappel, on a fait un bilan 2025 d'Apple en fin décembre. Donc je vous invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Alors pour 2026, il y a des enjeux qui sont assez évidents. Je pense en premier lieu à l'intelligence artificielle et au nouveau Siri plus malin qu'on espère pour le printemps. Ça fait des années que Siri fait de la peine, mais c'est encore plus triste à voir maintenant que Gemini est intégré à Android, je trouve. Et 2026, ça devrait être aussi l'année de l'iPhone Fold, enfin. Et puis, à la suite de nombreux départs dans l'équipe dirigeante et de rumeurs de plus en plus insistantes, on se demande si Tim Cook ne vit pas ses derniers mois comme CEO. Est-ce que j'oublie des choses ? Ah oui, je crois que le tableau est loin d'être complet. Je suis persuadé qu'Apple nous prépare quelques surprises, hein. Alors, tout d'abord, pour en venir à Tim Cook, il y a le New York Times qui vient d'en rajouter une couche, hein. Ouais. Et donc, il laisse entendre que Tim Cook est fatigué, qu'il cherche à réduire sa charge de travail. Donc, le scénario laissant entendre que Tim Cook deviendrait chairman d'Apple et probablement John Ternus, le nouveau CEO d'Apple, prend un peu plus d'épaisseur. Alors, quand est-ce qu'une telle annonce pourrait avoir lieu ? Alors, il y a l'Assemblée générale des actionnaires qui a lieu fin février. C'est certain qu'il y a une fenêtre de tir au premier trimestre pour une telle annonce, surtout que le premier trimestre est historiquement relativement calme du côté d'Apple, donc pourquoi pas. Alors oui, les enjeux d'Apple en 2026 sont très 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 nombreux. Alors tu as cité effectivement les difficultés d'Apple dans l'intelligence artificielle, mais c'est un point parmi tant d'autres. Il y a également le spectre de la hausse des prix, voilà, en ce qui concerne les composants. Alors à quelle sauce va-t-on être mangé, hein, parce que RAM, SSD, maintenant les cartes graphiques connaissent une inflation sans précédent à cause du boom, enfin de la forte demande pour l'intelligence artificielle. Et puis on l'a vu et on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, il y a la capacité d'Apple à répondre présent sur les marchés, on va dire, de demain. Alors je pense évidemment aux lunettes, là ça commence à devenir des lunettes connectées, on sent que c'est vraiment un court moyen terme parce que Meta a notamment de gros projets dans le domaine. Il y a également la robotique qui est quand même, on va dire, l'un des points forts de ce CES. Donc voilà, c'est des gros chantiers pour Apple. Et puis à côté de ça, j'ai envie de dire que même au niveau du quotidien, ce qui fait le pain quotidien d'Apple, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans les tuyaux, hein. Donc il y a ce fameux Mac low cost qui devrait arriver en théorie au printemps. On espère d'ailleurs qu'avec la hausse des composants, il restera toujours low cost. Enfin, faut voir ce que veut dire low cost chez Apple. C'est toujours quelque chose c'est pas très compatible normalement dans une même phrase, mais est-ce qu'on aura véritablement un Mac, disons, à 700 € en permanence. Oui, parce que c'est déjà le cas, en fait. Là, 700 €, c'est le prix du MacBook Air M2 pendant les soldes. Alors, c'est ça, ouais. Je me dis, est-ce que Apple peut faire plus fort que ça, quoi ? Déjà, 700 €, c'est une super affaire pour un MacBook Air M2. C'est une super affaire, mais évidemment, mais est-ce qu'Apple fait autant de marge
sur un MacBook Air M2 à ce prix-là que sur un Mac qui a spécialement été pensé pour être vendu dans cette zone tarifaire. Ouais. Et puis il y a un côté, oui, il l'a actuellement, et puis dans 2 jours il sera à 749, et puis à 729, enfin c'est un yo-yo permanent. Et puis toujours il y a ce MacBook Pro M6 qui serait quand même une redéfinition du portable d'Apple, avec quelque chose qui paraît fou, le fait que l'écran soit tactile, ce qui est... J'ai hâte de voir ça, parce que là il y a quand même va falloir bien rétropédaler quand même pour annoncer ça. Et puis 2026, c'est l'année des anniversaires chez Apple. Donc Apple a 50 ans, on l'a déjà dit à maintes reprises, mais macOS 10 va également fêter son 25e anniversaire. Eh bien, maintenant, on va passer à un sujet d'actualité. Mercredi soir, OpenAI a annoncé ChatGPT Santé. C'est un mode spécial de ChatGPT pensé pour répondre à des questions de santé très personnelles. Alors, je précise que c'est seulement sur liste d'attente pour le moment et que ce n'est pas disponible en Europe. Alors, on peut bien sûr déjà poser des questions de santé à ChatGPT. C'est d'ailleurs un des usages les plus courants. Mais ce nouveau mode va plus loin puisqu'il permet d'alimenter directement le service avec ses données médicales. Aux États-Unis, les utilisateurs peuvent connecter leurs dossiers médicaux numériques à l'assistant pour ensuite avoir des renseignements personnalisés qui sont très précis. OpenAI assure que tout ça se fait en respectant la vie privée. Et en plus, on peut brancher l'application Apple Santé à ChatGPT. Comme ça, toutes les données qui se trouvent dedans deviennent accessibles à l'IA générative. Est-ce qu'Apple ne risque pas de se faire doubler dans ce domaine ? C'est un peu pénible d'être européen en ce moment. J'aurais bien voulu faire joujou avec ça cette semaine, personnellement. Je trouve ça très intéressant. Après, il faut voir à quel point les réponses offertes par ChatGPT sont pertinentes. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, moi le premier, je cause beaucoup santé avec ChatGPT. Mais c'est vrai que cette histoire résume tout le problème d'Apple avec l'intelligence artificielle. C'est que là, on est en train de s'habituer à utiliser ChatGPT, Gemini. Résultat, le jour où Apple arrivera avec sa propre solution, ses utilisateurs seront déjà habitués à utiliser des produits concurrents. Alors, sachant qu'en plus, le produit d'Apple ne sera pas forcément meilleur. Ça promet de pas être simple. Alors évidemment, dans le domaine de la santé, Apple, justement, l'un des enjeux qu'on n'a pas mentionné, c'est a priori la sortie de Health Plus, donc Santé Plus, qui devrait être l'une des grandes nouveautés d'iOS 27. On attend ça avec impatience, voir comment Apple a toujours fait des choses relativement intéressantes dans le domaine de la santé. Et puis oui, je suis assez curieux de voir ce qu'Apple nous prépare avec ce service, surtout qu'on a appris encore des choses assez intéressantes justement concernant la manière d'Apple, la manière dont Apple analyse le sommeil. Alors moi, j'étais persuadé qu'elle se servait du cardio-fréquence-mètre pour analyser notamment nos différentes phases de sommeil. Et il n'en est pas du tout. Et c'est ça que je trouvais ça intéressant. Elle se sert uniquement de l'accéléromètre et en fonction de nos micro-mouvements et de nos respirations, l'Apple Watch arrive à détecter nos différentes phases de sommeil. Alors, c'est loin d'être parfait, mais à ce petit jeu, l'Apple Watch est plutôt un bon élève par rapport aux différents capteurs disponibles sur le marché. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc, ça veut dire aussi que... Ils ont publié un papier qui a déjà quelques semaines et qui a été repéré tout récemment. Mais ça montre qu'Apple, sur tous les aspects, travaille relativement dur. Et une dernière petite chose, si vous avez une Apple Watch, mais je sais que le service marche aussi avec Garmin, si vous aimez bien analyser vos domaines vos statistiques de santé, que vous en avez un petit peu marre de l'application d'Apple qui est effectivement c'est un petit peu un labyrinthe, il y a l'application Bevel qui est passée gratuit et qui est devenue gratuite récemment. Ça vaut le détour. Elle est relativement bien faite et il y a des statistiques très intéressantes. Tiens, on va poursuivre dans le domaine de la santé. Parmi les bonnes résolutions de 2026, vous êtes peut-être juré de vous remettre au sport. Alors pour ça, l'Apple Watch peut être d'une aide précieuse en mesurant vos progrès. Mais Christophe, tu as remarqué que la montre d'Apple avait disparu d'un classement. Elle ne fait plus partie du top 3 des montres utilisées par la communauté de Runix, un média spécialisé dans la course à pied. Ça s'explique comment, ça ?
Alors, la communauté de Ronix, je vais prendre une image qui parlera un petit peu aux utilisateurs de MacG. La communauté de Ronix dans la course à pied, c'est un peu l'équivalent de la communauté, on va dire, chez les utilisateurs Mac Génération de manière plus large, chez les geeks, qui sont capables d'acheter une station de travail en 2026 et donc, par conséquent, qui peuvent être éventuellement intéressés par un Mac Pro. C'est une niche. Effectivement, voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, on peut l'élargir au Mac Studio, on va être sympa. Ok. Mais c'est une niche, mais attention, c'est une niche qui dépense beaucoup, qui est vocale, qui se fait entendre sur les réseaux sociaux, qui est choyée par les grandes marques. Et en fait, le vrai problème d'Apple depuis le début, c'est qu'Apple ne sait pas adresser cette niche-là. Elle est très forte pour axer son produit santé, mais on va dire alors je sais pas quel terme utiliser parce que ce serait pour les gens qui sont un peu plus que des sportifs du dimanche. Là, Apple ça fait 10 ans, ça fait plus de 10 ans que la situation dure et elle ne sait pas adresser cette population-là. Alors c'est aussi le fruit de sa politique marketing. Elle pourrait notamment, ce que font les Garmin et les Coros, notamment pour faire parler d'eux et pour qu'on voit leurs produits, elle signe des athlètes. Et comme ça, ils ont telle ou telle montre à leur poignet. On dit, regarde, il s'entraîne avec une Coros ou il s'entraîne avec une Garmin, ou voilà. Ça permettrait peut-être de changer la perception d'Apple, mais je m'étais amusé notamment. Chaque année, il y a je crois, le site qui s'appelle Montre Connectée qui s'amuse à lister les 30 premiers participants de l'UTMB, donc ce trail de 170 km autour du Mont Blanc. Et donc, ils regardent quelle montre porte les 30 premiers. Et donc, grosso modo, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire que c'est beaucoup de Garmin, de Coros et de Suunto. Et il y a une année, on avait trouvé un athlète qui utilisait une Apple Watch et qui était, on va dire, un fondu d'Apple. Et donc, il avait une Apple Watch Ultra à son poignet. Je l'avais contacté, je lui avais dit... comment ça se fait que tu portes une Apple Watch Ultra ? Bon, parce que c'est vrai que c'est un peu limite. Alors bon, pour quelqu'un qui a un très bon niveau, donc on parle de gens qui font ces 160 km, on va dire, en 20-25 heures. Hein. Et il m'avait expliqué, je lui ai demandé, est-ce que Apple t'aide ou ce genre de choses ? Il me dit, non, j'ai acheté moi-même mon Apple Watch, j'utilise parce que j'adore ça. Mais d'ailleurs, voilà, si tu as un contact pour qu'Apple me sponsorise, ce sera peut-être pas mal. Mais c'est pas le genre du tout d'Apple. Voilà, ouais. Autant Beats se fait des gros contrats avec plein de sportifs, autant Apple a jamais fait ça. Je pense juste au tout début de l'Apple Watch, à la première Apple Watch, il y avait eu le partenariat en quelque sorte avec la top modèle américaine, j'ai oublié son nom, mais après ça a pas poursuivi, elle n'a pas poursuivi dans cette voie-là, Apple au niveau marketing. Ouais. Et peut-être qu'il faudra un petit peu confier les clés du marketing pour l'Apple Watch à Beats. Mais c'est un peu ce qu'ils font parce que c'est souvent, quand ils font des actions marketing avec l'Apple Watch, c'est souvent, par rapport au sport, c'est souvent du hors cadre. Il y avait notamment, ils avaient sponsorisé une équipe qui faisait ce qu'on appelle un off. Alors je ne saurais plus le dire, mais grosso modo, c'est une course de 5 jours dans le désert qui mène à la fin, je crois, jusqu'à Las Vegas. Et là, par contre, ils avaient donné un peu de sous pour couvrir l'événement. Alors voilà, mais bon, il faudrait peut-être qu'ils cherchent à faire un peu de mainstream à ce niveau-là. Mais alors voilà, donc pour en revenir à ce qu'on disait, donc la communauté des hardcore runners, Apple ne sait pas l'adresser, et cette communauté-là, elle est... Pour elle, l'Apple Watch, c'est une montre qui n'a pas d'autonomie, qui n'est pas sérieuse, et voilà, qui achète directement une Garmin ou une Coros ou une Suunto ou une Polar. Mais si on regarde, on va dire, le tableau dans sa généralité, là, ce tableau dépeint une toute autre réalité. Et on l'a vu notamment déjà avec Strava, où l'Apple Watch est la montre de sport la plus utilisée l'année dernière. Et c'est toujours bizarre de dire ça, et il y en a qui vont un petit peu sauter de leur chaise en entendant ça, mais l'Apple Watch est la montre sportive la plus utilisée au monde. Mais en fait, c'est juste une histoire, on va dire, de masse, c'est-à-dire que pour les quelques dizaines ou les centaines de milliers d'accros de la course à pied, il y a en France plus de 10 millions de coureurs du dimanche.
On va terminer le tour de l'actu avec un mot sur le CES. Alors, comme chaque début d'année, s'est tenu le grand raout de l'industrie tech à Las Vegas. Et comme d'habitude, Apple n'y a pas participé. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à retenir de cette édition ? Le CES existe toujours donc en 2026 ? Eh oui. Autant, Non, mais le CES, autant oui. l'E3 au niveau jeux vidéo a disparu, autant le CES, ça continue. Non, mais la seule raison d'exister du CES, c'est d'offrir aux journalistes du monde entier une semaine de vacances à Las Vegas. Enfin, il va falloir dire les choses. Hein. Bon, un peu plus sérieusement, oui, il y a eu quelque chose, mais non, mais c'est vrai que le CES est 100 fois moins intéressant qu'il y a 10 ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, il y avait quand même des keynotes et des gens qui disaient des choses à peu près intéressantes. Voilà, ça permet juste de voir quelques tendances. Hein. Et donc, on voit par exemple que, alors par rapport à l'intelligence artificielle, hein, il y a donc tout le monde cherche à nous mettre un objet, quelque part pour enregistrer nos conversations. Ça, c'est vraiment le truc. On l'a vu, même un acteur comme Switchbot qui paraît assez loin de tout ça, a présenté un accessoire allant dans cette direction-là. Et puis, de manière générale, on voit qu'il se passe beaucoup de choses autour de la robotique. On sait qu'Apple a des projets dans ce domaine-là. Elle a vraiment pas intérêt faut pas qu'elle perde de temps. Elle peut pas se permettre d'arriver avec 3-4 ans de retard sur la concurrence. Enfin, d'ici de cette année ou l'année prochaine, il faut qu'elle arrive avec un certain nombre de choses. Il y a Nvidia. Alors oui, c'est la seule chose. Nvidia qui a fait quelques annonces avec un message clair. Notamment dans le domaine des cartes graphiques, par rapport à l'intelligence artificielle. Le message était très simple, on a l'intention de continuer à faire la course en tête. Il y avait eu ces dernières semaines Google, il y avait beaucoup de buzz derrière Google qui se disait que elle réfléchissait à s'attaquer à ce marché-là en fournissant des cartes graphiques à ceux qui le souhaitaient, enfin des cartes graphiques, ses solutions à elle, parce qu'elle développe ses propres puces. Et puis, on va dire la chose qui va nous intéresser à plus court terme, il y a Samsung qui a montré un écran pliable sans marque. Ah oui, sans pliure. C'est fou ça, hein ? Ouais. Donc voilà, parce que tout le monde est au courant, c'est quand même la grande marotte et ça va être, on va dire, l'argument commercial d'Apple pour l'iPhone Fold. Mais je pense qu'il y aura peut-être 2-3 concurrents qui, sur ce point, arriveront peut-être avant Apple. Et c'est marrant d'ailleurs parce que cet écran sans pliure, là, apparemment, il a été retiré du stand par Samsung peu de temps après son exposition. Peut-être que Samsung a un peu trop montré cet écran parce que tout le monde a prêt à imaginer « Ah, mais tiens, est-ce que ce ne serait pas l'écran de l'iPhone Fold ?» Donc, c'est peut-être effectivement l'écran de l'iPhone Fold. Alors, peut-être pas dans les dimensions exactes, parce qu'il se murmurait que l'iPhone Fold aurait un format plutôt élargi, mais ça a l'air de correspondre à l'écran vraiment attendu par Apple. Ouais. C'est très rigolo tout ça. Mais en même temps, on peut s'imaginer que de toute façon, les relations entre Apple et Samsung, ça doit être très très compliqué parce que surtout avec l'organisation tentaculaire de Samsung, donc il y a Samsung, le fabricant d'écran, qui collabore avec Apple. Tout en sachant que le Samsung, le fabricant d'écran, collabore évidemment avec le Samsung, le fabricant de smartphones. Oui, parce que c'est Samsung Display qui a montré cet écran-là au CES. C'est pas Samsung Electronics, le fabricant de smartphones. Ouais. C'est ça. Et puis, ah mince, mais tu t'es trompé, ça c'est l'écran d'Apple, il fallait présenter l'écran de Samsung aujourd'hui. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe, et puis bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sortie de Veille. Salut à tous!